Aujourd'hui, on ne guérit pas de l'endométriose, c'est un fait. Après, on peut se soulager au quotidien, on peut être soigné, on peut avoir sa santé, son confort de vie amélioré, mais une définition aux gens qui ne connaissent pas et qui tombent sur le mot, qu'est-ce que tu leur dirais par exemple? de manière très Ouais, simplifiée, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui touche environ une personne sur 10 avec des menstruations. Je dis volontairement personne parce qu'on oublie souvent, on parle souvent de femmes, mais on oublie les personnes trans, les personnes non binaires, et c'est important, je pense, de le rappeler. Et en fait, simplement, c'est lors des règles, c'est l'endomètre qui se détache. Et en fait, c'est voilà des petits morceaux d'endomètre, des petites particules qui, au lieu de descendre, donc de faire l'écoulement, migrent et vont se coller sur les organes, voilà, dans l'utérus. Ça peut aller dans des cas extrêmes, très très extrêmes, au cerveau, aux poumons. Voilà, ça peut toucher plein d'organes. d'accord, d'accord. Mais c'est vraiment des cas très isolés qui touchent voilà ces organes-là. Sinon, c'est souvent voilà l'utérus, les ligaments, voilà, la D'accord. vessie. Et comment t'as su, toi, que tu étais atteinte d'endométriose? Alors moi j'ai toujours eu des règles très abondantes, très compliquées, très douloureuses. Alors comme beaucoup, j'ai été mise sous pilule très très jeune, donc j'ai eu mes règles vers 10-11 ans. J'ai été mise sous pilule à l'âge de 13 ans et c'est en arrêtant la pilule à 22 ans du coup qu'on s'est rendu compte qu'en fait il y avait de l'endométriose qui dormait et elle s'est enflammée à l'arrêt de la pilule. D'accord. T'as commencé à avoir des douleurs pendant... Ouais. Ok, Des douleurs insupportables, à faire des allers-retours aux urgences tous les mois pendant presque un an sans comprendre vraiment, jusqu'à ce qu'un jour on me dise il y a de fortes chances que ce soit des kystes d'endométriose, mais on me disait des kystes d'endométriose, donc je savais pas que c'était vraiment l'endométriose. Et pour avoir un vrai nom, quelqu'un qui prononce vraiment le nom devant moi, il faudra que j'attende 25 ans, à peu près à l'âge de 25-26 ans. pour avoir vraiment être diagnostiqué. Exactement. Je pense que tu devais peut-être être un peu en colère ou avec un sentiment d'injustice. Et comment tu t'es émotionnellement, comment tu l'as exprimé cette... J'ai eu de la colère, effectivement, parce que je me suis dit, mais attends, mon corps est contre moi. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai eu de la colère, et puis un peu après de la victimisation, je me suis positionnée en victime. Ok. Et puis à un moment, je me suis dit, allez, sors de là. Enfin voilà, montre que qu'on peut vivre avec, et tu vas pas devenir aigri à 25-30 ans. Tu vas faire en sorte que de vivre une vie, quoi, de femme et épanouie. Donc voilà. Ah, mais c'est très bien. Et t'as mis combien de temps pour arriver à ce stade mental Oh, j'ai mis d'acceptation? plusieurs années. J'ai mis peut-être presque 10 ans. Je pense que j'en suis à ce stade, je dirais depuis un an, un peu plus d'un an. Ok. Enfin, d'être apaisée vraiment avec la maladie. Mhm. Aujourd'hui, y a-t-il des soins pour l'endométriose? Est-ce que ça soigne? Ou c'est quelque chose comme dans ton livre, on vit en colocation avec toute sa vie? Bah, en fait, la particularité de l'endométriose, c'est qu'il y a autant d'endométriose qu'il y a de personnes atteintes. En fait, il y a pas, c'est pas l'endométriose, c'est t'as pas mal là et point, et tout le monde prend le même traitement et c'est réglé. En fait, il y a des personnes qui vont avoir des kystes. Moi, par exemple, pour l'endométriose, c'est beaucoup des kystes sur les ovaires. Et puis j'ai des adhérences un petit peu partout, et ça me provoque des troubles digestifs, des douleurs lombaires, enfin voilà. Et puis il y a des personnes qui vont même avoir de l'endométriose et pas savoir qu'elles ont de l'endométriose, et pourtant elles seront sévèrement atteintes. Je veux dire, elles auront vraiment des adhérences un peu partout. Du coup, il n'y a pas vraiment de manière idéale de soigner l'endométriose. Aujourd'hui, il y a des filles ou des personnes qui sont mises sous pilule contraceptive en continu. Il y en a qui sont sous ménopause artificielle, donc là on arrête complètement l'activité des ovaires. Il y en a comme moi qui décident d'arrêter de prendre les traitements. Excuse-moi, quand tu dis ménopause artificielle, ça veut dire quoi? En fait, la ménopause artificielle, c'est des injections qu'on te fait, alors soit toutes les 4 semaines, soit tous les 3 mois. Idéalement, on conseille que le corps d'une femme ne supporte pas ce genre de traitement au-delà de 9 mois. Ok, Parce qu'après, il y a un risque de dégénérescence osseuse. Enfin, c'est quand même des traitements très lourds, hein. ok. Et en fait, ces injections font que toute l'activité hormonale s'arrête.
Ok, Et ça implique vraiment cette ménopause artificielle avec, tu sais, tous les effets de la ménopause qu'on connaît chez nos mères, chez nos tantes, à waouh, savoir les alors, bouffées de chaleur, les insomnies, la prise de poids, la perte de libido. C'est très très lourd comme traitement, extrêmement lourd. Et puis l'endométriose, c'est une maladie qui récidive, donc même s'il y a ce qu'on appelle souvent un nettoyage en fait par l'opération, tu peux très vite, elle peut se réinstaller. d'accord, ok, ok. Est-ce que côté médecine traditionnelle, est-ce que tu arrives à trouver des choses pour t'apaiser ou je sais pas, un exemple banal, j'en sais rien, méditation par exemple, des choses comme ça. Mais tout à fait, moi je me suis beaucoup tournée vers ces choses-là, vers les choses naturelles. J'ai testé un moment l'acupuncture, j'aimerais bien recommencer, la naturopathie, la méditation, effectivement, la gym douce, parce que on oublie souvent que pour l'endométriose, il faut, parce qu'en fait, des fois les douleurs sont tellement vives qu'on se bloque, qu'on se crispe, et puis qu'on a mal au bassin, aux jambes, et en fait, faut faire du sport dans ces cas-là. Donc D'accord. moi, je me suis beaucoup mis à la gym douce, à la méditation, un peu de yoga aussi pour se détendre. Ah ouais, Et ça aide aussi. c'est une maladie qu'on porte à vie en fait. Il n'y a pas de. Aujourd'hui, on ne guérit pas de l'endométriose. C'est un fait. Après, on peut se soulager au quotidien, on peut être soigné, on peut avoir sa santé, son confort de vie amélioré, mais on ne guérit pas de l'endométriose. D'accord. Globalement, on va l'avoir toute sa vie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que à 30 ans, je décide que ma vie elle est fichue, ou est-ce que je me dis bah là, non, on va en faire quelque chose de tout ça? Comment est-ce que tu l'intègres à ton quotidien? Parce que tu as une vie sociale, tu travailles, tu as de la famille, tu as des proches. Je pense que tu as été étudiante. Enfin, comment est-ce que tu l'intègres dans ce que tu fais au quotidien, dans ta vie? Il y a un moment où je faisais des choix de vie ou des choix de sortie ou d'événements avec les uns et les autres en fonction de l'endométriose. Ok, Aujourd'hui, je fais en fonction de moi, de mes souhaits, de mes volontés. ok, Par contre, je m'adapte dans le sens où souvent les copains, plutôt que d'aller au resto, eh ben on va se retrouver à la maison ou on va se retrouver chez quelqu'un. Comme ça, s'il y a une crise, je sais que je peux aller aux toilettes parce que faut savoir que l'endométriose ça provoque des troubles digestifs, donc voilà, parce qu'il y a des adhérences qui peuvent se mettre aussi du côté des intestins et des choses comme ça. Du coup, je sais qu'en étant à la maison, je suis aussi dans un cadre rassurant rassurant, ouais. qui fait que si ça va pas, je peux soit aller me reposer, je peux décider de monter et d'aller mettre un bas de pyjama et de redescendre avec les copains, mais d'être toujours avec eux. Donc voilà, je préfère voir la vie de ce côté-là maintenant, de me dire j'essaye, j'adapte. Est-ce que ça a été facile de leur dire et de leur part de comprendre aussi? C'est beaucoup plus facile d'en parler aujourd'hui. Maintenant, je suis très très sereine avec l'endométriose. Ok. Il y a eu une période où j'avais clairement l'impression que personne me comprenait. Mhm. Et puis aussi, quand t'es pas bien, quand t'es en colère, quand t'acceptes pas la maladie, bah t'appréhendes et surtout t'imagines, limite t'anticipes les réactions des autres. Donc t'es dans le négatif. Donc forcément, tu t'attends qu'à du négatif. Donc il y a eu une période, ça a été beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, on est tous dans des relations très très apaisées et même si beaucoup de mes amis et même tous mes amis et toute ma famille est au courant, Mhm. à la sortie du livre, quand ils l'ont lu, ils m'ont dit ah, on pensait pas quand même que c'était à ce point-là, on pensait Ok. pas, voilà. Est-ce que avant les gens te prenaient comme, je sais pas, moi je me souviens quand j'étais au lycée, j'avais des copines qui avaient les règles, mais on était là, pff, elle abuse, c'est pas non plus si grave que ça. Il y en a beaucoup, je me souviens qu'on cru que j'utilisais ça pour gruger, tu sais, aller à l'infirmerie et tout. Donc voilà, mais oui, et puis il y a beaucoup de jugements parce que comme tu dis, les copines elles ont leurs règles aussi et pour elles ça se passe crème quoi. Enfin il y a pas de Ouais, souci. c'est Et ça. toi tu galères comme une dingue, Ouais. t'es plié en deux, tu dois partir. Et donc bien sûr que j'ai eu des réflexions. Et d'un côté, euh, on n'est tellement pas sensibilisé à ces maladies-là quand on est adolescente. Aujourd'hui ça change et c'est génial. Mais moi c'était il y a 20 ans presque. J'ai entendu parler qu'il y avait différents stades d'endométriose,
Mais ça veut dire quoi? Effectivement, il y a des stades de 1 à 4 aujourd'hui qui en fait représentent les atteintes, c'est-à-dire qu'en fonction de là où tu as des atteintes, ça te donne un nombre de points en fait. Et à l'issue de ce calcul de points, on sait de quel stade tu es. Sauf qu'en fait, il y a eu un gros amalgame entre la signification de ces stades, c'est-à-dire que le stade représente en fait ta capacité ou non à mener une grossesse spontanée, à tomber enceinte naturellement en fait. Ok, C'est-à-dire d'accord. plus tu as un stade élevé, si tu as un stade 4, tu auras avec les adhérences que tu as avec l'endométriose que tu as, ce sera plus compliqué de tomber D'accord. enceinte naturellement. Ça ne veut pas dire que tu tomberas pas enceinte. Ok. Ça veut dire que ce sera plus compliqué. Ça veut dire que peut-être tu auras besoin d'avoir recours à la PMA ou des choses comme ça. Mhm. Donc les stades, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Sauf qu'en fait, il y en a pour beaucoup, ça a été j'ai un stade 4, donc c'est très grave. J'ai un stade 1, donc c'est pas grave. Pour autant, il y a des filles qui vont avoir un stade 4 et même pas le savoir. Et même pas avoir mal. Et d'autres qui vont avoir un stade 1 Ah, et avoir très très mal, souffrir le martyre. Et d'accord. c'est important de me rappeler parce que moi, souvent, on m'envoie des messages en me disant j'ai une endométriose stade 1, c'est pas très grave. Là. Ça ne veut rien dire en fait. Ok. Ça ne veut vraiment rien dire. D'accord. En France, il y a une hyper médiatisation grâce à des stars comme Imani, comme Laetitia Milo, comme Laurie. Enfin voilà, il y a eu plusieurs personnes qui se sont emparées des choses. Après, ce qui me fait toujours tiquer, c'est qu'on parle toujours de l'endométriose, en tout cas avec le regard des stars, Mhm. sous l'aspect fertilité quoi. En gros, c'est elles peuvent pas avoir d'enfants, les pauvres petites chéries, machin. Et moi, je trouve que c'est très dommageable en fait pour la sensibilisation de l'endométriose parce que je pense qu'aujourd'hui au quotidien, les personnes atteintes d'endométriose, ce qui est vraiment le plus compliqué, c'est la douleur. C'est la prise en charge de la douleur. Et c'est le fait de ne pas pouvoir aller travailler, de ne pas pouvoir mener des études normalement. Voilà, je pense que ça, aujourd'hui, c'est un des premiers problèmes. Et donc voilà, mais je pense qu'entre guillemets, ça fait plus pleurer dans les chaumières de parler de la femme qui peut pas avoir Mhm. d'enfant plutôt que de la douleur. Donc, il va falloir à un moment rééquilibrer les choses. Tu parlais de fausses couches, si je peux me permettre. T'en as eu plusieurs. Ouais, j'en ai fait 4. Souvent plutôt précoce, autour de 6, 8 semaines, donc très rapidement. Et puis la dernière, ça a été plus compliqué parce que j'étais à 3 mois. Donc on venait de l'annoncer à tout le monde. Donc c'était voilà, c'était un peu compliqué. Et celle-là, elle a été très très douloureuse. Et je suis pas retombée enceinte depuis. Donc ça, c'était en octobre 2017, il y a 2 ans et demi. Et voilà, et ça aussi, c'est des épreuves pour le couple. Et la question de la fertilité, elle est aussi vachement importante dans le couple. Tu sais pas comment va réagir ton conjoint quand tu lui dis que ça vient pas ou que peut-être qu'on n'en aura pas. Comment, enfin voilà. D'accord. Est-ce que pour le soutien de ce côté-là, tu vois quelqu'un, un thérapeute ou un groupe de parole? Du tout, Pas du du tout. tout, du tout. Comment tu Non, fais? c'est vrai. Mais en fait, honnêtement, après ma dernière fausse couche, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez m'aiguiller vers quelqu'un qui reçoit? Parce que je pense que après ça a été extrêmement violent et on a été très mal pris en charge. Donc voilà. Donc je voulais voir quelqu'un. On m'a dit oui, suite à l'hospitalisation, vous avez le droit à 2 consultations d'une demi-heure, machin. Je suis allée dans un service très vite. La nana m'a dit, franchement, vous allez vous en remettre, ça va aller. Et au revoir. Et du coup, bah, j'ai compris qu'en gros, le chemin, j'allais devoir le faire toute seule. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'ai pas du tout ressenti le besoin d'aller vers une thérapeute ou un thérapeute. Je me suis dit, je dois pouvoir le faire seule. Mhm. Et je l'ai fait, ce chemin. Ça a été long, ça a été douloureux, ça a été beaucoup de remises en question, mais je l'ai fait. Et je pense que rien n'est... tu vois, je pense que même si je suis au clair aujourd'hui avec la question de la maternité, ça n'empêche pas qu'il y a des jours où forcément t'es un peu plus down, ça va un peu moins, t'as un peu Bah, on est plus humain. triste. Exactement, voilà, c'est ce que j'ai pris conscience. Je me suis dit, c'est pas que j'ai un problème qui est pas réglé, c'est juste que je suis humaine avec des émotions. Donc voilà. D'accord. Et donc, est-ce que via ta page Instagram, est-ce que tu arrives quand même à créer une communauté avec laquelle tu peux te sentir en sécurité, où tu peux communiquer tes émotions, est-ce que ça t'aide? C'est le but de ta page. Ouais, je pense que le chemin aussi s'est fait grâce à cette communauté, grâce aux personnes avec qui j'échange, avec qui
qui réagissent quand je publie des choses. J'ai livré des choses sur mon compte Instagram que j'avais même pas livré à mes proches. Et c'est beau en fait. Il y a de très très belles personnes. Enfin, je veux dire, moi j'ai de la chance. J'ai jamais eu aucun souci sur Instagram. J'ai eu que des personnes bienveillantes. Et je pense que ouais, il y a un soutien mutuel. Et puis je crois qu'il y a un truc qui fait que même si, comme je te l'expliquais, l'endométriose, elle se définit pas du tout de la même manière chez les uns, chez les autres. Il y a une espèce de truc qui fait qu'on se dit, je sais, je te connais, je sais ce que tu vis. Enfin voilà, et c'est hyper rassurant. Ouais, ça c'est sûr. Bon, après, c'est peut-être une question cliché que les gens se posent, mais peut-être que les gens peuvent se dire que quand on a l'endométriose, est-ce que ça rend les rapports sexuels compliqués, difficiles, désagréables? Alors, ça peut effectivement rendre les rapports sexuels compliqués parce que c'est un des symptômes de l'endométriose que d'avoir des douleurs pendant les rapports sexuels ou après les rapports sexuels. Ok. Moi, de mon côté, ça va très bien. Je suis assez chanceuse. Même si, honnêtement, ça fait quelques mois que je ressens quelques douleurs après les rapports sexuels. Donc, ça va être un truc irradiant très fort. Ça va durer 1, 2 minutes, 3 minutes, je sais pas, et puis ça passe. Ok. Comme une petite crise éclair d'endométriose. Mais voilà, il y en a pour qui ça va très bien se passer. Il y en a pour qui ça va être un véritable calvaire Ah ouais. d'avoir des douleurs pendant les rapports. Mm. Ok. Est-ce que tu as été confrontée à une à une baisse de libido, par exemple? Alors, pour la maladie à proprement parler, non. Quand j'ai été sous ménopause artificielle, oui. Et c'était même plus une baisse de libido, c'était une disparition de libido. Ah ouais. Et ouais, vraiment. Mais genre, me touche même pas, quoi. Enfin, ne m'approche pas, me touche pas. Et ça, c'est compliqué à vivre parce que inévitablement, tu ressens ça, tu te dis, attends, il y a un problème dans mon couple, est-ce que je l'aime toujours? Est-ce que, enfin voilà. Et ça, c'est hyper dur à vivre. Et ça, c'est un truc que je reproche aux médecins de pas me dire, Mhm. euh, de pas dire que c'est long aussi. Enfin, moi, je veux dire, j'ai essayé de remonter le fil et de comprendre à quel moment j'avais eu ces premiers symptômes et à quel moment j'ai eu l'impression de retrouver, pas la sexualité d'avant forcément, mais une sexualité vraiment épanouie au top. D'accord. Eh ben, je dirais qu'il m'a presque fallu 1 an pour, tu vois, entre le début du traitement et pourtant le traitement, je l'ai eu 3, 4 mois, mais après, il faut que ça se remette en marche et puis ça revient pas tout seul. Et heureusement, on parle beaucoup avec mon conjoint et tout de suite, il a été hors de question que je me force pour quoi que ce soit. Il a fait preuve d'une immense patience, mais c'est compliqué, ouais, ça peut être super dur. D'accord. C'est super ça. Mm. Qui cette communication-là. Parce que, pas non plus pour être médisante, mais parfois ça peut peut-être causer des séparations quand c'est comme ça. Ah, Que mais, si tu mets mais un an. c'est sûr. Mm. C'est sûr il y a des personnes qui vont dire, attends, moi enfin voilà, et le sexe c'est aussi important dans un couple, hein, mais il y a des gens qui, c'est pas une histoire de patience ou une histoire de compréhension, c'est qu'il y a un moment, oui, ça peut vraiment fragiliser, comme tu dis, ou Ouais, voire briser des couples. le couple. C'est certain. C'est beau de voir comment t'es motivée, comment t'es positive et comment bah, tu gardes en fait cette vision de bien-être en fait, tu vois, de quoi ça Ouais. arrive et ça c'est. Non, chapeau. Préjugés, stigma et tout ça, je pense qu'on a déjà parlé très rapidement, mais est-ce que tu as été confronté à des préjugés par le corps soignant quand tu vas te faire soigner ou Non, non, moi ce que j'ai surtout, alors j'ai eu les soignants qui quand tu arrives aux urgences, alors parce que t'as super mal, te disent bah vous avez pas l'air d'avoir si mal que ça, alors que juste c'est que t'as appris un moment à gérer la douleur, t'as appris à pas hurler comme une tarée Mhm. parce que ça sert à rien. Et j'en avais fait un post en rigolant sur Instagram en disant est-ce qu'il faut que je me roule comme Neymar pour qu'on me croie quand j'ai mal? Non, je crois pas en fait. Juste, t'apprends à un moment, t'as un self-control, t'as un peu de dignité aussi. Et voilà. Et donc ouais, t'as les soignants qui te croient pas. Et par contre, moi, ce que j'ai beaucoup subi, c'est la grossophobie, qui est quand même quelque chose de très Là, très, enfin, ou de la grossophobie, ok, ou ok, ouais. Faut savoir que le domaine où il y a le plus de cas de grossophobie, c'est justement dans le domaine gynécologique. Et ça j'en ai pris des vertes et des pas mûres. d'accord. Mais, Est-ce que mais l'endométriose, ça va. À part, ouais, dire que j'ai pas l'air d'avoir si mal que ça. d'accord. Et la grossophobie très rapidement, qu'est-ce que
C'est quoi par exemple comme ce genre de... C'est par exemple, tu vois, quand j'ai été opérée la dernière fois, une aide-soignante qui me dit qui doit faire une échographie de ma vessie parce que j'ai pas le droit de sortir de l'hôpital si ma vessie n'est pas vide, je crois, parce que j'avais été sondée, j'avais une sonde urinaire Mhm. et en fait elle appuie, puis elle me dit mais je vois rien avec tout ce gras et tout, Non, tenez votre ventre. Ah si, je t'assure. Et je venais de me faire opérer, donc j'avais des cicatrices et tout, hein. Elle tirait dessus. non. Ouais. Ça va être ça va être ouais, je vois rien avec tout ce gras ou à ma dernière fausse couche, j'apprends ça fait 10 minutes que j'apprends que le bébé est mort. Je me lève et le gars dans le couloir, le mec, l'interne qui m'a fait l'échographie pour confirmer la fin de grossesse, me dit mais sinon vous avez jamais pensé à la chirurgie bariatrique? Enfin tu vois, aux opérations pour te faire rétrécir le ventre. T'as envie de dire gars, je viens d'apprendre que j'ai perdu mon bébé et tu me parles de me faire opérer pour mon poids. C'est ça. Et en fait, mais j'en ai eu je sais pas combien. Mais vraiment. Hein. Et c'est une catastrophe. C'est affligeant en fait. Waouh. Je suis sans mots. Mais et comment tu gères ça? Est-ce que tu réponds direct ou tu laisses passer? De toute façon, t'es Alors, tellement pas dans pour, le mood de répondre, j'imagine que... bah alors il y a ça. Pour la fausse couche, j'étais tellement perchée je comprenais rien de ce qui se passait, j'entendais plus rien que j'ai rigolé, je crois. Je crois que j'ai ri. Il y a des fois, je réponds. Il y a des fois, je réponds. Mais maintenant, ce que je fais, si ça arrive, c'est que je fais un courrier à l'établissement Ok. en mentionnant les personnes. Ouais, c'est Et bien. en fait, ouais, nous, ce qui s'est passé pour la dernière fausse couche, c'est voilà, il y a eu une multitude d'erreurs de prise en charge. Et ça, tout ça, j'ai listé et j'ai adressé un courrier à l'hôpital et il y a eu une enquête interne, une enquête administrative. On ne sait pas ce que ça a donné derrière, mais voilà. Moi, j'espère que tu le prends pas quand même personnellement, que tu arrives à filtrer ce genre de... Maintenant, oui, Ouais, mais moi, là où je trouve ça grave, c'est que ça vient du personnel médical en médical. fait. Ils Tu sont vois? censés être Moi, formés pour être... Enfin, ouais. c'est ça. Mm. Tu sais, parfois, Donc, quand t'es con avec un diplôme, t'es con, hein, y a pas de... ça change pas. que t'es bac plus 8 ou bac moins 12, quand t'es con, t'es con. On est bien Ça change d'accord. pas. S'arrête pas, continue vraiment de te battre et puis ne laisse pas passer parce que finalement, si tu laisses passer, ça veut dire que les autres derrière toi, ils vont continuer à prendre cher et c'est pas le but. C'est ça. Ouais. Exactement. Je voulais demander des conseils que tu donnerais en fait aux filles, jeunes filles qui viennent de se faire diagnostiquer d'endométriose. On peut être perdu, on peut être avoir Ouais. envie de tout lire, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu leur conseillerais comme... Je leur conseillerais de se dire qu'elles sont pas, déjà, de pas se positionner comme je suis atteinte d'endométriose, mais je suis une personne atteinte d'endométriose. Moi, c'est ça que j'ai compris aussi, c'est que je suis pas Fanny, enfin, je suis Fanny qui a de l'endométriose. Je suis d'abord une personne avec des rêves, avec des envies, avec des attentes, enfin voilà. Et l'endométriose fait partie de ma vie, mais elle ne me définit pas. Et puis, je leur dirais de lire des choses positives, que se renseigner sur l'endométriose, c'est tout à fait normal, il faut le faire, mais bien choisir ses sources, aller vers des associations qui accompagnent, lire des livres, oui, sur l'endométriose, mais pas que ça. C'est comme dans la vie, quand on perd quelqu'un, quand on vit un deuil, on lit pas que des livres sur la mort, on lit plein de choses autour pour nous faire du bien, eh ben, c'est exactement la même chose. Faut appliquer ce qu'on fait au quotidien à l'endométriose parce que ça reste une pathologie, comme il en existe des milliers, et voilà. Des personnes qui nous suivent ici, je vous invite toutes à aller faire un tour sur la page de Fanny. Elle a un livre aussi. Moi, je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu un peu sur le résumé très rapidement. Et ça a l'air vraiment intéressant. Et je pense que même si on n'est pas atteinte, c'est important de s'y intéresser parce que on peut avoir quelqu'un, une amie, un cousin, un cousin, n'importe quoi, une cousine, une cousine. Mais si, un cousin trans, enfin voilà, ça. quelqu'un qui, voilà. Ouais, qui peut avoir besoin de soutien et on peut juste soutenir lorsqu'on est au courant de la maladie. Et un énorme merci pour ce moment. J'ai apprécié de te rencontrer, du coup, c'est la première fois qu'on se parle comme ça. Ouais, non, merci, c'était un plaisir partagé.